Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live Branché TV consacré ce soir à la paperasse administrative et bien sûr le médico-légal qui va avec. Vous pouvez être dépassé par cette paperasse, voire phobique administrative, ça existe, on le sait. Et dans votre exercice quotidien, vous avez pourtant besoin de tracer sur papier certains actes, certaines relations avec vos patients. C'est donc le sujet de ce soir. Pour en parler, je suis entourée de deux invités, comme d'habitude. Bonsoir, Maître Georges Lacœil. Bonsoir Alexia. Qui est avocat, vous le connaissez bien sûr, qui défend les chirurgiens depuis longtemps, cabinet Lacœil, et qui bien sûr est spécialiste de toutes ces questions médico-légales. Et à ma droite, le docteur Patrick-Georges Yavordios. Bonsoir Patrick-Georges. Bonsoir Alexia. Patrick-Georges que vous connaissez, qui est président d'Aspro et qui est aussi directeur de la formation Branché Solutions, et évidemment médecin aussi, anesthésiste réanimateur, et qui reçoit notamment de nombreux appels dans le H24 où vous posez des questions, notamment celles qu'on va aborder ce soir. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas si ce n'est pas très clair, si vous avez vécu des situations similaires à celles que nous allons aborder, et nous y répondrons au fur et à mesure. Je crois que c'est tout pour l'instant. On va démarrer avec un premier thème qui est l'autorisation d'opérer pour les mineurs ou les majeurs protégés. Déjà, Maître Lacœil, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que ces notions de mineurs et majeurs protégés ? Alors le mineur, tout le monde sait ce que c'est. Alexia, c'est un être humain qui a moins de 18 ans. Je crois que ça c'est clair pour tout le monde, effectivement. Pour tout le monde. Mais protégé, pour le majeur. Il est protégé de d'office, le mineur. Il a moins de 18 ans, il est protégé d'office. Et vous avez une autre catégorie qui est celle des majeurs protégés. Des majeurs protégés, et qui, eux, se retrouvent avec une moindre capacité de décider et de faire tout un tas de choses dans la vie civile. Vous avez trois catégories de majeurs protégés, ceux qui sont mis sous curatelle ou sous sauvegarde de justice. Alors ça n'intéresse pas tellement nos médecins, mais enfin je vais quand même le dire. Vous avez la deuxième catégorie qui est celle de la mise sous tutelle, avec une sous-catégorie, c'est la troisième, une tutelle plus ou moins importante. Et donc mineurs, cas de figure identique pour tous les mineurs. Il va falloir aller rechercher le consentement des parents, c'est-à-dire de ceux qui ont l'autorité parentale, on va en parler dans un instant, et majeurs protégés, effectivement, ceux qui ont des déficiences de différents types, et qui sont donc accompagnés dans leur vie civile, leur vie du quotidien, la vie civile, par quelqu'un, et là il va falloir, dans certains cas, on en parlera tout à l'heure, aller chercher l'intervention de ce quelqu'un pour des actes chirurgicaux lourds. Oui, puis ça, c'est le quotidien de beaucoup de spécialités. Bon, on avait reçu des pédiatres il y a 2-3 semaines ici, et c'est vrai que c'était leur quotidien, bien entendu, puisqu'ils s'occupent de mineurs. Patrick-Georges, tu connais évidemment le sujet, et tu voulais parler d'un cas de circoncision. Est-ce que, on peut avoir déjà un exemple très concret donc, sur un mineur, forcément, oui, souvent en tout cas. Oui, Alexia, alors ça rejoint un problème très vaste qui donne d'ailleurs souvent lieu à des appels dans le cadre du H24. C'est quand il n'y a qu'un seul représentant de l'autorité maternelle ou paternelle qui se présente à la consultation et qui doit signer les papiers d'autorisation d'opérer. Alors dans ce cas-là, la loi, je parle sous le contrôle de Georges Lacœil bien évidemment, la loi est répétée, c'est qu'il faut qu'il y ait la signature des deux parents. Or, quelquefois, il n'y a qu'un seul parent qui dit que le deuxième, soit il est parti, on ne sait pas où, soit il est injoignable, soit on ne veut pas le joindre. Donc, que faire ? On a quelques solutions en mettant toujours en avant l'intérêt de l'enfant. Donc, l'intérêt de l'enfant, c'est que si l'enfant est venu pour se faire opérer, c'est probablement qu'il y a une bonne raison. Alors, soit cette raison, elle est impérative à court terme, et dans ce cas-là, on va vite éluder le problème parce que si c'est une urgence même pas extrême, il va falloir le faire. Et on se contentera d'une. Par contre, si c'est quelque chose qui n'est pas véritablement urgent, mais qui reste un peu plus fonctionnel, ou exemple classique, les extractions de dents de sagesse chez les ados qui sont à l'appel pour nous. Donc, qu'est-ce qui se passe si on attend des semaines, des mois avant de pouvoir opérer? Il risque d'avoir des retards, la pose des appareils, des déformations. Donc,
qu'est-ce qu'on peut proposer? Toujours dans l'intérêt de l'enfant. Quelle alternative dans l'intérêt? L'alternative, une des alternatives, et Georges Laccueil nous dira si elle est possible ou s'il y a mieux, hein, c'est de dire aux parents qui se présentent, eh ben, vous allez signer un papier comme quoi nous vous avons informé de la nécessité des 2 signatures et qu'il est de votre devoir, c'est à vous maintenant qu'on va demander d'aller faire signer ça à l'autre parent. Si vous n'y arrivez pas, pour tout un tas de bonnes ou mauvaises raisons, eh ben vous nous signez que vous avez fait tout ce que vous pouviez et que vous n'y êtes pas arrivé. Et en fonction de ça, on prend la décision de dire retarder peut être préjudiciable à l'enfant et donc on accepte le principe. Et ce que tu disais tout à l'heure pour la circoncision, ça c'est du vécu. C'était un enfant qui était dans ces circonstances-là, et c'était pour une circoncision. Alors ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être encore plus vigilant. Vigilant. Donc c'est pareil, un enfant qui avait besoin d'une circoncision, alors circoncision phimosis. Hein. Ah, qui avait besoin. Et bon, alors circoncision rituelle, mais quelquefois un peu du phimosis, enfin, peu importe. Donc là, la mère dit, on me dit, l'urologue, enfin bon. Donc il faut faire. Elle signe, elle s'engage à chercher le père, lequel père elle ne retrouve pas, et puis on décide quand même de faire l'intervention parce qu'il peut, tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons, comme je l'ai dit. Et tout se passe très bien. 3 ou 4 mois après, le père se pointe, furieux, en disant « Comment on a opéré mon enfant? J'étais pas au courant, j'aurais refusé. » Réponse, monsieur, voilà le document qui a signé votre femme, elle s'est engagée, donc elle n'a pas pu vous joindre, maintenant, vous voyez avec elle. Le père est reparti, on n'en a plus entendu parler. Là, c'est de la chance, Georges, ça, ou le père aurait pu... c'est de quoi? De la chance que le père, finalement, vous en ayez plus entendu parler. Ah c'est bien, oui, c'est sûr. Heureux qu'il n'y ait pas eu de suite. Oui, parce que là, il aurait pu dire, je m'en fous. Il aurait pu avoir des suites, les médecins auraient pu se défendre, en décrivant le protocole que Patrick Georges vient de décrire, mais c'est heureux qu'il n'y ait pas de procès. Alors, il y a déjà des remarques. Je vais prendre la première, qui rejoint ce que tu disais, Patrick, et ce que disait Georges aussi, parce que ça s'applique à tout. Mais là, il y a quid de l'IVG, qui est un sujet peut-être plus délicat, sur une mineure. L'IVG, est-ce que c'est la même chose? Il faut que les parents soient... Enfin, c'est pareil. Ça fait partie des dérogations, mais peut-être qu'il serait bien que je fasse un petit descriptif théorique préalable, avant qu'on aborde ces choses concrètes. Ok, parce que là, c'était... Vas-y. Moi, je t'ai donné une réponse quotidienne avec un cas clinique. Maintenant, j'ai bien conscience qu'on est dans l'interprétation, mais derrière, il y a la vraie loi. Et il y a 2 questions. J'ai juste les dit, il y a l'IVG, et après, y a-t-il besoin de voir les parents lors de la VPA, surtout pour les ados ou grands enfants qui arrivent au bloc sans les parents? Merci pour ces émissions. La VPA? Visite pré-anesthésique qui doit être faite dans l'heure qui précède l'intervention. Alors, on va faire 2 minutes de droit. Je promets à vos téléspectateurs de ne pas en faire plus, mais c'est important parce que d'abord c'est accessible à tout le monde, et puis ça va vous permettre d'avoir les éléments pour procéder à votre propre réflexion. Le mineur est donc par essence protégé, et il bénéficie de cette protection par le biais de ses parents qui ont l'autorité parentale. L'autorité parentale, elle est définie par l'article 372 du Code civil qui nous dit que les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. Donc vous voyez déjà, tout est dit dans ce texte qui est fondamental dans cette matière. L'autorité parentale est exercée conjointement. Ça veut bien dire qu'il faut les deux. L'article 372.2 du Code civil rajoute à l'égard des tiers de bonne foi, gens extérieurs au couple parental. Donc, entre autres, les médecins. D'accord. À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale. Autrement dit, à l'égard des tiers de bonne foi, pour quelque chose d'usuel, un des 2 parents suffit. Ok. C'est clair et net. Autrement dit, s'il faut aller se faire soigner les dents, ou je ne sais pas quoi, même sur le plan médical, regarder l'oreille ou un truc comme ça, on n'a pas besoin d'avoir les 2 parents. Ok.
Tout est donc dans la définition de cette notion d'acte usuel. Qu'est-ce que c'est qu'un acte usuel? Ouais, bien sûr. Et là, il n'y a qu'un problème, c'est que le texte de loi ne le précise pas, comme évidemment, parce que sinon, ça serait une liste invraisemblable. Ouais. On peut tout de même supposer, puis c'est la jurisprudence depuis des décennies, que l'acte usuel, il vise quand même directement les actes chirurgicaux. Une chirurgie, ce n'est pas un acte usuel. Donc on sort de l'acte usuel dès qu'on franchit le médical classique pour arriver vers la chirurgie. Oui, parce que sinon on ne pourrait jamais aller même chez le médecin généraliste se faire ausculter. Exactement. Dès qu'on passe dans l'invasif, en fait. Dès qu'on passe dans l'invasif, le chirurgical, le non-usuel. Alors attention, l'invasif, je ne sais pas, parce que tu peux avoir, j'imagine, pour les oreilles, par exemple, des gestes où on perce le tympan ou je ne sais pas quoi. C'est un peu même la gynécologie, en local. Oui. La gynécologie d'ados, des adolescentes, des jeunes femmes. Il y a quand même des gestes. Mais là, on rentre dans de la dérogation. Comme tu dis, la parasynthèse. Voilà. Examiner à l'autoscope un tympan et dire voilà, il y a du pus derrière. Je perce. Mais bon, tu prends un otoscope, tu prends une outil et tu perces pour faire sortir le pus. Est-ce que tu es dans l'acte usuel ou tu es déjà passé dans l'invasif? Je suppose qu'on est dans l'usuel. Je pense qu'il n'y a pas de définition légale. Je pense que quand on est hors du plateau technique lourd, on est dans l'usuel. Ah, mais la parasynthèse, tu l'as fait des fois au bloc avec une anesthésie. Oui, mais tu peux la faire aussi au cabinet. Oui. Donc voilà, on est entre les deux. C'est le cas frontière. Ça va être du cas par cas en fait. Non, il y a quand même deux grosses catégories, la chirurgie, un plateau technique lourd, et puis les choses simples, et puis il y a les cas limites, la frontière de chaque côté. Et c'est là qu'il faut réfléchir. Donc, autorité parentale exercée par les deux, et donc conjointement, c'est-à-dire ensemble. Deux ensemble. Il y a des dérogations à ce principe, des deux ensemble, des deux parents ensemble. La première, c'est l'urgence, ce que Patrick Georges évoquait. S'il y a une urgence, et particulièrement une urgence vitale, il n'y a plus d'histoire d'autorité parentale, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Un seul des deux parents se présente, il faut opérer, on va opérer. Ouais, type l'appendicite par exemple. Par exemple. Crise d'appendicite. Je vais même plus loin. Oui. Je vais même plus loin. Un enfant se présente aux urgences d'un établissement de soins avec une péritonite et les parents ne sont pas là et pas joignables, on ne va pas attendre. Bien sûr. On va opérer. Je suis d'accord. Bien sûr. Voilà. Donc l'urgence, particulièrement l'urgence vitale, le consentement de l'un des deux est satisfactoire. D'accord, satisfactoire, ok. Et même s'il n'y en a aucun des deux, je vais encore plus loin, ça ira s'il faut absolument opérer. Okay. À l'inverse, vous imaginez la situation où un chirurgien et un anesthésiste dirait « Moi, j'endors pas et j'opère pas parce que j'ai aucun des deux parents. Il va mourir dans l'heure. Ah oui, mais j'endors pas. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Hein » C'est pas déontologique. Donc, mais surtout, c'est fou. Il y a quelqu'un qui va mourir, on va l'opérer. De surcroît, c'est pas déontologique. Personne ne le ferait, quoi. Parce qu'on met encore une fois, ce qu'ils ont promis aussi, on met l'intérêt du patient à partir de l'intérêt du patient déjà. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, première dérogation, c'est l'urgence. Après, j'ai fini avec le droit. Il y a plein de questions, donc t'inquiète pas. Vas-y. La deuxième dérogation, c'est le refus du patient mineur. Et là, on vise ce que tu viens d'évoquer, Alexia, à savoir une adolescente en gynéco ou des choses comme ça, et le patient refuse. Ok. Il refuse que ses parents soient informés. Oui, voilà, pardon. Okay. Ce que tu disais, l'IVG. Oui, l'IVG, c'était une première Par question. Exemple. Quid de l'IVG? Bon, il a le droit. Parce que? Il a le droit parce que vous avez un texte par dérogation, c'est l'article 1111-5 du Code de la santé publique qui prévoit une dérogation tenant au refus du patient mineur d'informer ses parents. Je ne vous lis pas tout le texte. Non, mais en tout cas, c'est bien de savoir qu'il y a une dérogation pour l'IVG. Possibilité, effectivement, dans le cas où ce patient mineur s'oppose expressément à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Quel que soit l'âge? L'âge n'est pas précisé, mais là encore, c'est une question de logique et de bonne intelligence de la situation. Si on a affaire à un enfant de 12 ans, oui, là, ça ne va pas marcher. Oui. Et je suppose qu'à propos d'avortement, de choses comme ça, je suppose qu'on va être autour de 15-16 ans, enfin j'espère. Et, pardon. Non, mais c'est oui. Et à ce moment-là, on peut légitimement respecter, comprendre la volonté de l'enfant, adolescent, que ses parents ne soient pas informés de cette situation. C'est la deuxième dérogation, et j'ai fini.
Il y en a une troisième, c'est le refus de traitement risquant d'entraîner des conséquences graves. Et là, c'est 1111-4, alinéa 9, Code de la santé publique, dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale, donc les parents qui refusent, risque d'entraîner des conséquences graves, le médecin délivre les soins indispensables. Autrement dit, dans un cas comme celui-là, si les parents refusent tel ou tel acte, ou l'un des deux parents refuse tel ou tel acte, mais qu'il y a urgence vitale ou conséquences graves, même sans que ce soit une urgence vitale, conséquence à moyen terme éventuellement vitale ou handicapante, à ce moment-là, le médecin délivre les soins indispensables. C'est-à-dire qu'on y va. Il faut prévenir le procureur dans ce cas-là ou pas? Alors la sécurité, c'est de prévenir le procureur. La difficulté, c'est la pratique, Oui, c'est-à-dire il faut pouvoir le joindre, particulièrement la nuit, même s'il y a une permanence. Substitut du procureur, normalement, il y a une permanence. Enfin, c'est compliqué. Et puis c'est rajouter, une fois encore, au médecin une charge, une charge administrative et juridique voilà, qui n'est pas, pas rien, quoi. Donc voilà le cadre base, juridique. Le cadre juridique. Merci Georges. Alors, je lis un petit peu les commentaires. Donc, l'IVG, on l'a vu. Alors, tout à l'heure, alors, quoi faire si on va, bon, je pense que tu y as répondu, poser une péridurale analgésique pour une mineure de 16 ans, pardon, j'ai fourché, ma langue a fourché, qui arrive avec une personne de confiance. Bon, bah là, je crois que c'est pareil. Bien sûr. Bien sûr. Là, pour le coup, sur cette question, c'est besoin des parents ou pas parce qu'elle a 16 ans. Ça dépend. Est-ce qu'elle est d'accord pour que ses parents soient prévenus? Si elle est d'accord pour que ses parents soient prévenus, évidemment qu'il faut prévenir les parents. Ça reste une mineure, même si elle a 16 ans. Mais là, c'est une péridurale, c'est un autre cas, c'est pas l'IVG. C'est une péridurale, pourquoi? C'est pas pour... peut-être que c'est une jeune qui accouche, une jeune de 16 ans qui accouche. Oui, à visée obstétricale, tu veux dire, dans le cadre de l'obstétrique. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que tu dis alors à ce moment-là. Ouais, mais elle est mineure. La règle, c'est on prévient les parents, sauf si le mineur en question dit « je ne veux pas qu'on prévienne mes parents ». D'accord, donc c'est dans le cadre obstétrical ce dont tu parles. Partout. On prévient les parents pour les mineurs, sauf si le mineur, à partir d'un certain âge, dit « je ne veux pas qu'il soit informé ». Et auquel cas, d'abord on fait tracer qui ne veut pas, et puis on procède à l'acte ensuite. Mais dans le cadre de l'obstétrique, si par exemple c'est pour une histoire d'appendicite et que là ça change la donne. Ah non, bien sûr. Oui, d'accord, ok, parce que là pour le coup ça pouvait être une jeune fille de 16 ans qui veut accoucher sous X, qui est enceinte, qui s'en est pas rendu compte, c'est pas forcément le cas de l'IVG. D'accord, donc dans ce cas-là effectivement. Alors ensuite, si c'est l'enfant qui refuse un traitement comme une chimiothérapie. Là, ça existe? Je sais pas. C'est une question. C'est pas dans son intérêt en tous les cas. Non, ça c'est sûr. Est-ce que la voix de l'enfant a valeur? Elle a valeur au sens où la relation humaine est substantielle à la relation médicale. Donc on ne va pas dire, tiens, c'est un enfant, il n'existe pas. Non, l'enfant, on va lui expliquer les choses. Il a des droits, l'enfant, quand même. Ah, bien sûr, c'est un être humain, mon Dieu. Non, mais bon, le droit de l'enfant, c'est un vrai sujet, donc on va en parler aussi, là, dans ce cadre-là. Oui, bien sûr. Donc, non, l'enfant, le mineur, comme le majeur protégé, a le droit à l'information médicale. Même une obligation. Il faut informer, il faut parler, il faut se mettre, pas aux médecins qu'on va apprendre ça, ils le savent mieux que quiconque, se mettre à la portée de la personne qu'ils ont en face d'eux. Expliquer, informer. Pour autant, informer est une chose, prendre la décision et avoir la légitimité de prendre la décision, c'est une autre problématique. Donc, informer, parler à tout le monde. Et même si, je suppose, Patrick Georges, si tu endors un enfant de 8 ans, tu vas lui expliquer avec les mots appropriés ce qui va se passer, etc. Bien sûr. Voilà, informer. Ensuite, la décision, il ne va pas y avoir de chirurgie, sauf urgence vitale, sans l'accord des parents, de ceux qui sont titulaires de l'autorité parentale. Ok. Charge à eux de convaincre l'enfant que c'est son intérêt, à lui. Alors là, il y a une remarque intéressante du docteur Goutet qui dit « Pour le terme acte usuel, pour les majeurs protégés, nos instances départementales de protection des majeurs ont un discours ambivalent. Elles nous disent que le majeur peut librement consentir, mais qu'il faut tout de même que le tuteur contresigne l'autorisation donnée par le patient. » Oui, c'est vrai, c'est l'idéal, absolument. Okay. Mais une fois encore, pour le majeur protégé, il n'y a pas d'annulation de l'obligation d'information.
Si on a quelqu'un qui a des petits problèmes mentaux, je sais pas quoi, ben c'est pas pour ça qu'on va l'opérer sans rien lui dire. On va lui expliquer, comme pour un enfant. On a un être humain en face de soi, on lui explique les choses. Ensuite, la décision. S'il est dans l'incapacité absolue de prendre une décision, on va aller chercher le tuteur. Tout dépend, il y a des milliers de cas possibles de situations qui aboutissent à majeur protégé. Hein. Ça peut être neurologique, ça peut être plein de choses. Donc tout dépend des situations, mais grosso modo, l'information doit être donnée et le recueil du consentement doit être effectué aussi. Ok, donc là, ce qu'il faut retenir sur cette première partie, c'est que quand il y a un mineur qui doit être opéré, puisque là, on sort de l'acte usuel, il faut le recueil des deux parents, sauf s'il y a cas exceptionnel. On peut avoir des dérogations dans le cadre de l'obstétrique, quand on est effectivement à relativiser si c'est un très jeune enfant, une très jeune femme, ou voilà. Et il est possible, dans un cas d'urgence vitale, de ne pas avoir carrément le consentement des deux parents si on est dans une urgence vitale. Exactement. Et où là, de toute façon, Exactement. il y a la vie du mineur qui est en jeu. Voilà, ok, moi ça me paraît assez clair. On peut peut-être, pour répondre plus précisément à la question du médecin qui nous évoquait les directives de son conseil départemental. Oui, il rebondit en plus. Voilà, dire que l'objectif, c'est d'obtenir le consentement du patient. Ça, c'est tout le temps, pour tout acte médical. Et si le majeur protégé n'est pas en mesure de donner son consentement, à ce moment-là, on va chercher le tuteur. Mais ça ne vise pas tous les cas de figure de majeurs protégés. Il y a des majeurs protégés qui peuvent donner leur consentement. Mais il y a certains cas où ils ne peuvent pas manifestement donner leur consentement. À ce moment-là, on va chercher le tuteur. Très bien. En fait, in concreto, c'est moins difficile quand on regarde le tableau général. On voit très bien la personne, elle est capable de dire oui, non ou pas. Complètement, oui, c'est apprécié au cas par cas. Bah oui. Il y a d'autres commentaires, donc après on va avancer sur le reste. Alors, juste, le docteur Goutet précise, nous avons donc mis un processus en 3 étapes très complexe et fastidieux, nécessitant de recueillir le consentement longtemps en avance pour le faire contresigner. Mais reste un problème, lorsque le majeur protégé n'est pas apte à donner son consentement, que faire? Et Georges vient de répondre. Oui, alors ce que le docteur Goutet, c'est ça? Oui. Dit Julien est Goutet. fondamental. Et c'est ce qu'on évoquait avec Patrick Georges tout à l'heure. Il y a tout un tas de situations qui doivent être réglées à froid, en amont de la chirurgie. Évidemment que ça n'est pas possible dans le cadre de l'urgence. Va vite. Mais, par exemple, pour l'obstétrique, avec la césarienne. Oui, ça, on devait le voir après, mais on peut en parler maintenant. Non, alors on va le voir après. Ok, c'est juste Non, pour respecter le Pardonne-moi. déroulé. Pardon, Mais en Alicia. obstétrique, c'est à froid et bien avant, effectivement, Voilà. dans le cas de la Vas-y, césarienne allez. qui potentiellement On va pourrait le être redire tout à refusée. l'heure. Alors la question sur ma question sur la VPA est revenue. Alors Patrick Georges, la question c'était y a-t-il besoin de voir les parents lors de la visite pré-anesthésique, surtout pour les ados ou grands enfants qui arrivent au bloc sans les parents? Bah oui, je pense, non? Alors, question effectivement récurrente dans le cadre Oui. de H24. On parle des enfants, mais là, je dirais qu'il y a un peu une question d'âge des enfants. Ce qu'il faut, c'est avoir déjà écrit un protocole qui fait qu'on est dans le cadre de l'ambulatoire, souvent la petite ORL qui va succéder à une grande fréquence. L'enfant va arriver avec ses parents. Bien évidemment, il a déjà été vu à distance en consultation pré-anesthésique, tout est bien abordé. Mais il va arriver, et là, il faut qu'il y ait une liste de questions qui ont été préalablement validées, ces questions sont posées par l'infirmière. Est-ce qu'il est à jeun? Est-ce qu'il y a un élément nouveau depuis qu'il est venu? Est-ce qu'il avait un médicament à prendre, etc. Bon. Est-ce qu'on attendait des résultats d'examen? Si oui, où sont-ils? Et est-ce qu'il faut prévenir le médecin? Donc tout ça, ça doit être fait, protocolisé avant, donc ça a de la valeur, ça a de la force, et puis signé par l'infirmière qui a procédé à cet interrogatoire. À ce moment-là, le médecin, pour des enfants, il doit être immédiatement disponible. Si la liste préalablement établie a été signée et qu'il n'y a rien qui sort, il n'est pas obligé d'être présent lors de cet interrogatoire. Maintenant, après, bien évidemment, il va être obligé de revoir l'enfant cliniquement, muni du document signé par l'infirmière lorsqu'il arrive au bloc opératoire.
Si c'est un enfant suffisamment grand, dans certains établissements, ils ont mis la barre à 12 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Pourquoi ça pas. dépend de l'organisation. On peut peut-être s'arrêter là. Mhm. Par contre, pour les enfants plus petits, là, il est bien qu'au moins les parents viennent jusqu'à la porte du bloc et puissent être directement vus par l'anesthésiste qui leur dit « Bon, ben, votre enfant, il est petit, il ne va pas pouvoir me répondre. J'ai la liste des questions qu'on vous a posées. Est-ce qu'il y a un élément nouveau? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose ?» Donc, c'est à apprécier, en fait, selon le... il faut être dans la réalité de la Mhm. chose. Mhm. Lorsqu'il y a 10 ou 15 enfants qui vont succéder, on est obligé de faire une sorte de tri. Ce qui est très très important, hein, c'est d'avoir établi et validé par l'équipe d'anesthésie cette liste de questions. Si Mhm. cette liste de questions elle a été validée à la force de prescription, elle doit être signée. Et donc s'il n'y a rien qui sort de ça, on peut se contenter de le voir à l'arrivée au bloc. S'il est petit, il faut voir les parents. Mhm. S'il est plus grand et qu'il n'y a rien qui sort et que les parents ne souhaitent pas revoir le médecin, on peut considérer que le médecin restant disponible, il n'est pas forcément obligatoire d'aller toujours se précipiter de voir les ados de 17 ans et demi pour enlever une dent, quoi. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Tout à fait d'accord. il y a un principe de réalité à respecter Voilà, quand même, quoi. voilà. Est-ce Il y a ces grands principes juridiques, et puis comme le décrit Patrick Georges, en fait, des situations souvent très différentes, et les process mis en place et le bon sens permettent, je pense, de donner les bonnes solutions à chacune des situations particulières. Je pense que ce qu'on peut dire par rapport là à cette partie-là et au thème paperasse, c'est que dans tous les cas, si dans ce que tu disais au début, il y a un parent qui n'arrive pas à en joindre un autre, voilà, il faut quand même tracer que tout a été fait pour joindre l'autre parent. C'est ça qui va sauver, parce que là, ce qu'on disait, c'était quand même comment vous baquer avec la paperasse. Alors attention, Est-ce que j'ai bien compris ? urgence, La paperasse, on on y s'en va. fiche. Oui, ça, d'accord. On y va. Et On ça, s'en ce sera- fiche pas tant que ça, mais on y va. On sauve la vie. On y On va. sauve des vies. Ça, c'est Bon, comme pour mais l'adulte, c'est pas hein, d'ailleurs. pour autant qu'il n'y a pas Pareil. des choses à respecter sur le plan juridique administratif, hein, mais on y va. Prévenir, aller chercher l'autre parent, c'est pour la chirurgie plus ou moins froide. Oui. Où là, on a un seul des deux parents, parce qu'il y a les deux parents, on n'a pas de problème, ils sont là les deux. Mais s'il y a un seul des deux parents, ce que décrivait Patrick Georges au début de l'émission, on va dire à ce parent, vous vous chargez, vous êtes responsable d'aller recueillir le consentement de l'autre parent. Mais ça, c'est de la chirurgie froide. Et ça doit être tracé. Ah oui. Ah, bien sûr. Bien sûr. Signature du parent à qui on a remis le document et qui s'engage à faire comme ça. Ah oui. Il Et s'engage S'engage à tracé. tout faire. Et tracé ce Oui, voilà, parce jour-là. que là, on est Ça, on encore garde. une fois, on est On dans la garde dans le paperasse. dossier, hein. Donc, Et tracé le jour où cette conversation a lieu. Parce que 6 mois plus tard, le jour là. de la chirurgie, c'est trop tard. hmm. Là, c'est mort. Ok, très bien. Donc les échanges sont tracés. J'ai tenté de joindre le mari ou la femme, pas de retour, mais on a besoin de faire cette chirurgie. Est-ce qu'on peut la faire? J'ai envie de la faire. Et tout ça, c'est tracé. Et comme ça, il y a quand même la preuve qu'il y a eu une démarche pour tout faire pour avoir le deuxième parent et Une vraie que démarche. malheureusement, ça Une n'a vraie pas démarche, été ça n'a possible. pas abouti. Ok. Absolument. Alors là, il y a beaucoup d'autres questions. Je ne pensais pas que ce premier thème allait susciter autant de demandes. Alors Très peut-être bien. que Je t'avais dit. voilà, tu l'avais dit, peut-être qu'on pourra proposer un deuxième live pour une partie 2 de cette paperasse un peu plus tard, parce que je ne sais pas si on aura le temps de tout voir aujourd'hui. Bon, je pose les questions, on voit comment on fait. Alors, quid du partage de responsabilité? Attendez, pardon. Il y en a plein qui se sont... Alors, pour une chirurgie programmée, comment recueillir le consentement des parents d'un mineur pris en charge par les services sociaux et un ou des deux parents qui est incarcéré? Ça, c'est des cas particuliers, il n'y a pas de... Pareil, non? Pareil. Pareil, ok. Autrement dit, il y a un des deux qui est incarcéré, l'autre il n'est pas incarcéré, on peut espérer. Oui. Alors, Non, mais en Bon. tout cas, ça peut être un enfant qui est pris en Ok. charge par les services Bon, bah, sociaux. déjà, il y a qui l'autre. peut être à la DAS. Il y a par l'autre exemple. parent, celui qui n'est pas incarcéré, et puis il y a la DAS, mais on fait intervenir la DAS comme quasiment Comme un parent. curateur, Mmh, oui. ok. Et même l'incarcéré, il a le droit de signer quand même. Oui, mais ça doit être... Oui, enfin, faut aller En théorie. visite. Oui, bien sûr qu'il a le droit, il n'est pas privé de ses droits civiques, non. Bien sûr. Bien sûr. Donc il faut aller chercher l'autorité administrative, sociale, qui s'occupe de l'enfant. Ok, Georges, merci. Alors, il y a une dernière question sur le partage des responsabilités, sur ces sujets autorisation, consentement entre le médecin et l'établissement de santé, sur un mineur. Donc, s'il y a un problème, Le médecin.
Et dans le cadre de la visite pré-anesthésique, puisque le dossier... Non, c'est le médecin. Hein. Médecin. L'établissement de santé, il fournit des prestations, il n'a aucune responsabilité au titre de l'indication chirurgicale, son exécution, etc. Et pareil pour l'anesthésiste. Ah bah c'est pareil. Pareil. Sauf s'il faillit à son obligation de moyens. Mais bon, là on rentre dans d'autres moyens, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de service d'accueil, s'il n'y a pas d'infirmière mise à disposition pour valider la truc, la liste à cocher, c'est autre chose, quoi. Ok, alors je vous propose d'avancer sur la deuxième thématique. Si vous avez des questions sur la première, on les gardera et on pourra vous répondre ultérieurement par mail ou on pourra faire un autre sujet là-dessus. Alors là, l'idée, c'était de parler de la conservation du dossier médical. Alors, juridiquement, comment ça se passe pour la conservation du dossier médical, puisque ça fait partie de la paperasse. Georges, voilà, est-ce qu'on peut déjà un peu expliquer en quoi ça consiste, cette conservation du dossier ? Eh ben, la conservation du dossier, c'est être capable, dans un délai déterminé, de pouvoir le produire. Principalement en cas de procès, mais pas seulement. Il peut y avoir un praticien 5X années plus tard qui dit « moi j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé à telle occasion ». Donc il y a une obligation de conservation du dossier médical. On va mettre tout de suite de côté les établissements de soins. Eux, ils doivent conserver pendant 20 ans. Mais ce n'est pas notre affaire à nous aujourd'hui, encore que ça peut avoir un effet indirect. Pour ce qui concerne les praticiens libéraux, il n'y a pas de texte. Il n'y a aucun texte qui dit c'est tant de temps. Donc il faut aller chercher le droit civil général, qui concerne aussi les avocats, plein de gens comme ça. Voilà. Et là, c'est 10 ans. S'il s'agit, le patient, d'un mineur, ça va être 10 ans plus ses 18 ans, puisque les 10 ans ne vont courir qu'à sa majorité. Donc ça fait 28. Grosso modo, c'est pourquoi l'Ordre des médecins recommande un délai minimum de 20 ans. Pour tout, en moyenne? Oui, 20 ans. Ok. 20 ans, on peut espérer que, etc. Évidemment, pardon, si on se retrouve dans un contexte où il y a eu un accident médical, à l'occasion par exemple d'un accouchement, et qu'il ne se passe rien pendant 10 ans, 20 ans, mais on sait, le praticien, il sait qu'il y a eu un accident médical, et c'est 10 plus 18, ça fait 28. Hein. Donc il faut être intelligent aussi avec ce principe. Normalement 20 ans, mais pour tous les dossiers où on se dit il y a peut-être un risque de contentieux, si c'est à propos d'un mineur, c'est 28 ans. Par contre, si c'est à propos d'un majeur, c'est 10 ans. Mais la problématique juridique est la suivante, c'est que ces 10 ans de prescription d'action, de procès, oui, tout à fait, ne courent qu'à compter de la consolidation du patient. Et ça a la moyenne? Et ben, on ne peut pas savoir. Ah, ok. On ne peut pas savoir. Il n'y a pas de moyenne? Non. Donc, raison de plus pour dire on garde 20 ans. Très clair. Donc ça, c'était la conservation du dossier. Alors, pour les anesthésistes, ça se passe comment, la conservation du dossier, Patrick Georges? Parce que la consultation pré-anesthésique, elle est archivée dans des logiciels. Oui, alors là, il y a un peu des subtilités. Voilà. Il y a la partie compte-rendu de la consultation pré-anesthésique qui, dans la majorité des cas, est faite par un logiciel de consultation, lequel logiciel de consultation va ensuite intégrer les données et éventuellement les cumuler avec des consultations précédentes. Très souvent, en fonction des logiciels, ces informations vont se retrouver au bloc opératoire, vont être implémentées par les données du bloc, vont ensuite aller dans la SSPI, voire ensuite éventuellement en réanimation. Ça, c'est pour la partie qui va se passer tout le numérique à partir de la consultation. Par contre, il y a d'autres documents qui sont l'information préalable et le consentement éclairé. Donc, tu sais que c'est quelque chose qui est assez vaste et qui dépend de tout un tas de facteurs, notamment le type d'intervention qu'on va faire. Et ce qui est recommandé souvent, c'est que ce soit le chirurgien qui remette un document au patient, que le patient vienne avec ce document auquel il a réfléchi, voir l'anesthésiste en consultation, et que ce consultation aide l'anesthésiste pour remplir son dossier. Et que souvent, même, c'est ce dossier-là sur lequel il va y avoir la signature du consentement éclairé qui doit être archivé, mais il va être archivé dans le dossier du patient.
Et c'est un peu la problématique de l'anesthésiste, puisque ce qu'il va avoir comme document va aller dans le dossier du patient qui va rester dans la clinique. Contrairement à un chirurgien qui, lui, a son dossier de consultation dans son cabinet qui est constitué, et il va avoir plus d'éléments qu'il va garder auprès de lui que l'anesthésiste qui va beaucoup compter sur l'archivage que va faire l'établissement. Et là, Georges va pouvoir nous dire quels sont les dangers auxquels l'anesthésiste est probablement un peu plus exposé. Absolument. Il y a un petit décalage dans les deux situations parce que le chirurgien, même s'il consulte dans un établissement de soins, son bureau de consultation n'est pas en ville, mais dans l'établissement de soins, le chirurgien est responsable de la conservation de son propre dossier médical, qui n'est pas celui de l'établissement de soins. Il n'est pas non plus celui de l'anesthésiste. Son dossier médical avec ses notes de consultation, les examens, etc., qu'il a conservés. Il en est responsable. Il ne peut pas dire « Tiens, mais moi, c'est la clinique qui s'occupait de garder ça, et puis la clinique, elle a pris feu. » C'est arrivé. Oui, ça arrive. Il y a des vrais incendies. Ou l'eau. Ou l'eau. Ou l'eau. Et puis il y a des faux. Bon. Donc, on ne peut pas dire ça, ça ne marche pas. Donc il est responsable. Il doit assumer cette responsabilité en conservant. Évidemment, à notre époque, la technologie est telle qu'on scanne tout, et puis c'est sur le cloud, comme tu disais, et puis c'est réglé. Ça, c'est la question du chirurgien. L'anesthésiste, c'est en partie pareil, mais comme vient de l'expliquer Patrick Georges, il y a des documents qui sont papier, qui ne sont pas numérisés, qui ont besoin de circuler tout au long du parcours chirurgical, pré, per et post. Et là, c'est la clinique qui va le conserver. Or, l'anesthésiste libéral, sa responsabilité est individuelle. Si la clinique perd le document, il est quand même responsable. Parce que tout comme le chirurgien qui doit apporter la preuve qu'il a délivré l'information matérielle, parce que la preuve, voilà, l'anesthésiste est dans sa qualité de médecin est soumis à la même règle, même si aujourd'hui l'organisation n'est pas la même, même si l'anesthésiste, c'est pas seulement. Tu as raison, Alexia, il y a la question de la preuve de l'information délivrée. C'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi j'ai injecté à telle heure telle chose. Oui, l'antiboprophylaxie, ce genre de choses. Tout doit être tracé et tracé pour pouvoir être ressorti au moment éventuellement d'un procès. Donc c'est pas que l'information, c'est la totalité du parcours de soins. C'est une nuance énorme quand même. Énorme. Donc la totalité de ces documents doit être conservée. Pourquoi ? Parce que sinon on se retrouve 5 ans plus tard en procès. Et là, le chirurgien ou l'anesthésiste dit « mais moi j'ai fait telle chose ». Et l'expert dit « mais c'est où ?»« Ah ben j'ai pas le dossier ». Ah c'est fini. Pas de preuve, pas fini, j'ai fini. Donc c'est quoi la conclusion de ça ? Il faut conserver le dossier médical. Oui, mais comment le faire si c'est la clinique ? Je ne parle pas du chirurgien, pour l'anesthésiste, c'est l'organisation interne, quoi. En pratique, il va y avoir un compte-rendu opératoire qui va être fait secondairement par le chirurgien pour ce qu'il a fait. Donc là, c'est facile. Par contre, l'anesthésie, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as toute la partie péropératoire, ne serait-ce que ça, avec les événements, ceux qui ont fait, ceux qui étaient là, tout ça. Et ça fait des pages, et ça reste stocké en interne dans l'établissement. Théoriquement, c'est théoriquement possible qu'ensuite on externalise tout ça pour être stocké dans des serveurs de l'anesthésie, mais en pratique, ça me paraît extrêmement compliqué, voire même impossible. Impossible certainement pas, mais moi je connais personne qui le fait. Oui, alors cela étant, pour relativiser notre conversation, il y a peu de dossiers où l'anesthésiste n'a pas récupéré son dossier d'anesthésie. Oui. En général, il le récupère. Ça vise les cas où la clinique a perdu le dossier. C'est tout de même rarissime. Rarissime. Mais voilà, là, c'est l'inconvénient d'être dépendant d'un tiers, en l'occurrence d'un établissement de soins, pour procéder à l'exécution d'une obligation qui vous est propre. Oui, c'est vrai que c'est complètement contradictoire. Et si, dans le cas de l'anesthésie, la clinique reconnaît avoir perdu pour des raisons extérieures, climatiques ou autres, le dossier, est-ce que ça peut exonérer la responsabilité de l'établissement qui dit « moi j'ai tout bien écrit, tout bien, mais bon, ils l'ont perdu ». Est-ce que ça... Exonérer la responsabilité de l'anesthésiste ? Oui.
on peut rentrer dans un système. Alors, c'est encore Il y a un que ça, en procès fait, hein. dans le procès. Autrement dit, je suis condamné parce que je n'ai pas fait la preuve des actes que je vous décris, mais je n'ai pas fait la preuve parce que je n'avais pas le dossier. Alors que j'avais tout bien fait, Alors que j'avais tout bien fait. tout archivé comme Je il faut. suis néanmoins condamné parce que je n'ai pas fait la preuve. Je vais appeler l'établissement de soins en garantie pour me garantir de cette condamnation, parce que c'est de sa faute si je ne suis pas en possession de mon dossier médical. Mais tu vois bien que c'est un procès dans le procès, etc. etc. Heureusement, nous parlons là de cas très exceptionnels où la clinique, l'établissement de soins a perdu le dossier. Donc ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, c'est que la conservation, côté chirurgien, il n'y a pas de débat, ça doit être archivé, photocopié, voilà, le chirurgien scanné doit tout avoir, comme ça c'est clair. Et puis l'anesthésiste dépend d'une organisation, d'un établissement privé de soins. Et comme c'est rarissime que le dossier soit perdu, finalement, il y aura des preuves côté anesthésiste. Et si l'anesthésiste a bien fait son travail et a suivi la procédure d'interrogation, de recueil des consentements, du type d'anesthésie, etc., il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut le prouver. Il faut le prouver avec le dossier de la clinique. Alors, dans un cas difficile, peut-être faut-il faire une copie du dossier avant qu'il ne soit archivé. Ah bah, ça, on en parlait tout à l'heure et c'est pas facile, ça, pour l'anesthésiste. Si, c'est une bonne question. Un cas difficile, je suppose que notre interlocuteur, auditeur, vise un cas où ça a été très chaud. Rien n'empêche chacun des médecins intervenants, qu'ils soient anesthésistes, de se connecter, de prendre la de copie, conserver une copie par-devers lui. C'est ce qu'on conseille tout le temps. Chaque fois qu'il y a un événement indésirable qui est apparu dans le parcours de soins, on dit, voilà, photocopier le dossier, comme ça fige les informations à un moment donné, ça évite aussi des manipulations externes de gens qui voudraient modifier le dossier, avec des dossiers différents qui vont se retrouver devant l'expert. Absolument. Donc vous photocopiez rapidement, vous gardez ça auprès de vous, et puis voilà. Ça c'est le conseil qu'on donne systématiquement. C'est parfait. Donc ça c'est une bonne pratique. Très bonne pratique. Ok, alors on avance, il nous reste 20 minutes. Alors là, tout à l'heure, on parlait du refus de soins. Enfin, on a commencé à en parler, puis on s'est arrêté, puisqu'on savait qu'on allait aborder ce sujet. D'ailleurs, avec Georges Laccueil, nous avons déjà fait un live sur le refus de soins en obstétrique avec le docteur Alain Proust, et on a bien détaillé. Donc vous pourrez le revoir, si vous le souhaitez, sur le site branchetsolutions.fr, dans les replays des lives. C'est un live que nous avons fait en mars 2024. Mais pour autant, nous allons quand même parler ce soir de ce sujet. Alors bon, le refus de soins, il y a le refus de soins possible et le refus de soins un peu impossible. Pas acceptable. Pas acceptable, c'est ça aussi. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Voilà, le refus de soins possible, c'est quoi ? On peut commencer dans l'autre sens. Alors on commence dans l'autre sens. Le refus de soins pas acceptable, Georges. Le refus de soins pas acceptable, c'est l'urgence vitale. On en a parlé un peu tout à l'heure avec le mineur, mais ça a la même valeur pour un adulte, pour un majeur. Pareil. Ok. Urgence vitale, soins nécessaires pour espérer sauvegarder, sauver la vie. Sauver la vie d'un être humain. Mineur, majeur, peu importe. Refus de soins, non. Nous, médecins, vous êtes là pour sauvegarder, sauver, guérir. Donc si quelqu'un parle, non, je suis pas là pour ça, fallait pas venir. Oui. Okay. Fallait pas venir. Bon. Ça, donc c'est le cas de figure de base. Tu as inclus bien évidemment, parce que on a déjà eu des appels comme ça, la césarienne sur table, où c'était pas prévu une césarienne, et l'obstétricien dit il faut le sortir très vite. Voilà. Donc là, la question ne se pose pas. Au sens strict du terme. Voilà. Ne se pose pas. Elle se pose, mais elle est résolue immédiatement. Immédiatement. On se pose la question. Il faut sortir. Consentement ou pas consentement. Voilà. Toi, tu as souvent des H24 sur le sujet, ou tu en as eu sur l'année ? Ah oui, j'en ai eu. Et c'est quoi, les médecins, ils te disent quoi ? Ils te disent j'aurais pas dû le faire, voilà, est-ce que je le fais ? C'est quoi les questions ? Est-ce que j'ai le droit de pratiquer la césarienne alors que la patiente, qui est consciente, elle a une péridurale, me refuse catégoriquement la césarienne et veut qu'on fasse par voie basse. Or moi, je sais que par voie basse, c'est mort. L'enfant souffre déjà, on ne peut pas, on peut tout perdre. Donc, est-ce que je suis autorisé ? Bon, moi, ma réponse, c'est une réponse, je ne suis pas avocat, ma réponse, elle est, c'est une question d'urgence vitale, oui, il faut faire. Bien sûr. Parce qu'on va en perdre 2. Donc, première catégorie,
que vient de décrire Patrick Georges, il n'y a pas de question. Donc s'il y a une question, comme tu disais, la réponse est sans équivoque. Oui, puis en plus, ce que tu disais, Georges, la dernière fois, c'est qu'il y avait aussi quand même une subjectivité, quand même des propos, que c'était assez philosophique le jour de l'accouchement, de dire ah mais je vous avais dit non, nanana, parce qu'en fait après même si la patiente, la parturiente décide de porter plainte contre le médecin, finalement il y a des questions vitales qui sont très philosophiques qu'on ne peut pas apprécier le jour J. C'est ça que tu disais. Pas, voilà. On a dépassé ça. On a dépassé. Donc, la deuxième catégorie, elle ressort d'un grand principe juridique, une disposition légale, c'est l'article 1111-4 du Code de la santé publique, et qui nous dit « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. » Toute personne a le droit. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. On n'est pas dans l'urgence, hein, on est dans le dans le froid. Hein, parce que si sa vie est en danger, ce n'est pas immédiatement. Ou là, la réponse, on l'a évoquée tout à l'heure. Mais si à terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, si sa vie est en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Très bien, c'est assez clair. Ça signifie quoi? Le patient est libre de refuser un traitement. Le médecin doit pouvoir justifier qu'il a délivré une information claire et précise, particulièrement sur les risques afférents à ce refus de traitement. Très important. Et troisièmement, la réitération du refus de traitement doit être consignée et conservée dans le dossier. Ça veut dire que le médecin doit redemander. Ah oui, sur un truc grave, bien sûr qu'on ne va pas se contenter d'une consultation. Ah non, je ne veux pas ça, j'ai pas envie. Bon, monsieur, je vous explique, c'est quand même grave, etc. On va se revoir. Réfléchissez, on va se revoir. Je reviens 15 jours plus tard. Non, je ne veux pas. Légitimité du refus. On consigne, c'est-à-dire qu'on fait signer un document très précis dans lequel est inclus l'information qui a été délivrée au patient sur le risque spécifique de son refus. Ça ne peut pas être un document général, il faut prendre la peine, dans un cas, heureusement, ils sont rares, de rédiger quelque chose. On va pas faire, pas Proust, hein, ça va faire 2000 pages, mais quelques lignes en disant il y a telle pathologie, on propose telle chose, il refuse, on l'a informé que ça va générer telle et telle conséquence. Et c'est rédigé, signé, et ça se conserve dans le dossier. C'est tracé. Alors, évidemment, et si le patient ne revient pas Ça, c'est Marc Zarka qui pose la question. Il y a plusieurs motifs à son non-retour. Il a disparu. Peut-être qu'il est parti complètement, qu'il est mort. Et on ne peut rien faire. Dans ce cas-là, il faut rappeler un principe très important. De la même façon que pour les chirurgiens, le compte-rendu opératoire, il doit être le plus complet, le plus précis possible. Pour l'anesthésiste, évidemment, c'est la même chose. Et vous avez des tableaux qui sont là pour vous aider quasiment minute par minute, quand il se passe quelque chose, à décrire toutes les données. Eh bien, pour la consultation, c'est pareil. On doit, dans ces notes du dossier médical du médecin, il doit y avoir toutes les choses importantes. On n'a pas besoin de faire 10 lignes, je le répète. Quelques mots pour dire telle pathologie à refuser et proposer un autre rendez-vous à quinzaine. C'est marqué. Il ne revient pas, le dossier médical va faire foi. Et s'il y a quelque chose, on va pouvoir dire, mais moi j'ai noté dans le dossier médical qu'il devait revenir. Voilà la preuve. Et il n'est pas revenu. Par contre, s'il ne revient pas et que le médecin il n'a pas marqué dans ses notes qu'il devait revenir, on commence à accumuler les choses bizarres, c'est comme ça qu'il y a des procès, et puis peut-être un petit peu de défaillance sur le plan de la traçabilité de ce qui s'est fait. Ok, alors on a une personne qui reparle, on a fait un live là-dessus d'ailleurs, je ne sais plus quand on va retrouver ça, des témoins de Jéhovah, voilà. Et ben c'est pareil, urgence vitale et refus de soins, vous dites non, mais est-ce qu'il faut donc transfuser les témoins de Jéhovah? Voici
On a fait une émission là-dessus déjà. Oui, il y a une émission là-dessus. Et puis là, on peut en parler encore pendant des heures. Mm. Chaque médecin a un peu sa façon de voir, un peu son éthique personnelle aussi là-dessus. Je pense que là, ce qui compte pour les témoins de Jéhovah, c'est déjà de bien leur expliquer au départ ce qu'ils risquent s'ils ne sont pas transfusés. Et puis leur dire qu'à un certain moment critique pour leur vie, elle va être en danger. On peut d'ailleurs à ce moment-là tracer ces seuils critiques. Et que si on ne les transfuse pas à ce moment-là, ils meurent. Bon, donc... ça c'est dit. Bah oui. Non mais, Voilà. Voilà. Je pense qu'il faut être très clair. Sauf que lorsqu'on arrive au bloc opératoire, et que il faut que le patient, il en accepte l'augure. Et que le médecin lui dise, par exemple, c'est mon attitude, je ne vous laisserai pas mourir. De toute façon, si on en est à ce stade-là, je ne vous laisserai pas mourir, je ne suis pas médecin pour faire ça. Donc si ça vous convient, cette hypothèse-là, je ferai tout pour ne pas le faire, mais si vous êtes en train de mourir avec des seuils critiques tracés, eh ben, je vous transfuserai. Si ça vous plaît, vous venez, si ça ne vous plaît pas, vous ne venez pas. Et lorsqu'on est dans ce cas de figure, eh bien, je pense que le devoir du médecin à ce moment-là, c'est de sauver la vie et donc de transfuser. Ensuite, ce qui va se passer, le patient, ils ont peut-être sauvé la vie, mais il peut ne pas être content. Et à ce moment-là, il peut attaquer le médecin parce qu'il lui a sauvé la vie ou parce qu'il l'a transfusé. Et là, Georges, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On peut imaginer effectivement une procédure avec deux principes qui s'opposent. Celui du patient qui dit « je suis libre ». De mon corps, de refuser des soins, etc. Est-ce que tu viens de décrire parfaitement? Donc le choc de deux grands principes fondamentaux, celui du médecin, de sa vocation, de sa présence, et puis celui de quelqu'un qui dit « moi je ne veux pas ». Et je trouve que tu as parfaitement répondu à la problématique là à l'instant en disant « mais si vous ne voulez pas, vous ne venez pas ». C'est pas plus compliqué que ça. Je trouve qu'il y a... Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir la démarche d'y aller et de pas vouloir. Je trouve qu'il y a quasiment de la perversion vrai. à dire « je ne veux pas ça, mais je viens quand même chez vous ». Oui. Non, mais dans ce cas-là, tu restes chez toi, quoi. Alors, ça exclut, par contre, notre propos exclut les situations d'urgence avec un témoin de Jéhovah qui appelle une transfusion. Urgence, on sauve la vie. Et là, urgence, on sauve la vie. Voilà. Ok, alors là, il n'y a plus d'autres questions. Simple, basique. Voilà. On disait, alors, exemple d'un défaut de suivi avec aggravation car sorti sur décharge qui serait... Ah oui, donc ça, on l'a déjà vu. La décharge ? La décharge, dans le cas de l'urgence, la décharge, ça n'existe pas. Si. L'urgence vitale. Ah non, l'urgence vitale, non. Donc, dans le cas de l'urgence, ça existe. Non. Comment ça se matérialise ? Mais il n'y a pas de décharge. Il n'y a pas de décharge. Ah bah non, on vient de dire. Dans l'urgence vitale. Non, parce que tu viens de me dire si. Je te dis non, je ne comprends plus rien. Moi. La décharge est souvent utilisée à cause de problèmes. Ça va aller. Moi, j'ai un exemple au cours d'une médiation où un patient était sorti sur décharge, et puis il est sorti sur décharge, quelque chose de grave quand même. Et donc les médecins lui ont bien expliqué ce qu'il risquait, et puis il ne voulait pas, donc, parce qu'il allait un peu mieux, une histoire cardiaque où ça va un peu mieux, jusqu'au moment où ça va plus, peu importe. Et puis il est mort chez lui, dans la nuit ou le lendemain, je ne sais plus, et après la veuve et l'orphelin sont pointés en disant bah oui, mais vous l'avez renvoyé. Bah, oui, vous l'avez renvoyé, mais n'empêche que vous avez signé une décharge. Mais c'est pas normal. Bah, oui, mais il faut que les gens aient compris que la décharge ne permet pas aux médecins d'effectuer les soins qu'ils jugent importants. Donc à partir de ce moment-là, c'est une responsabilité qui incombe au patient et du choix qu'il avait fait. Absolument. Mais en tous les cas, c'est compliqué à gérer. Hein. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que l'État s'est occupé de cette situation, s'est penché dessus, et il y a une disposition du Code de la santé publique, article R 1112-62 du Code de la santé publique, qui prévoit que lorsqu'un patient décide de quitter un établissement de soins, contre avis médical, il doit signer une attestation de sortie, établissement qui a été informé des dangers que cette sortie représente pour lui. Bon. Et puis il y a encore d'autres dispositions qui viennent compléter. Mais enfin, grosso modo, le malade peut, sur sa demande, quitter à tout moment l'établissement. L'attestation, elle doit mentionner la nature. Ça se fait pas n'importe comment, encore une fois. La nature de la pathologie.
L'information donnée au patient sur les conséquences du refus de soins. La mention selon laquelle le patient a bien compris les risques encourus. Le patient devra apporter la mention lue et approuvée sur le document. Et l'attestation doit évidemment être conservée au dossier du patient. C'est ça qui doit être fait quand il y a un refus. Ok. Attention, dernier cas de figure, le patient refuse de signer ce document. Le mec peut cumuler, hein. Je ne veux pas rester, je ne veux pas signer. Témoignage des soignants présents, non? À ce moment-là, absolument, Patrick Georges. Témoignage des soignants présents. Procès verbal de constatation de l'événement. Qu'est-ce qui fait le procès verbal? Le procès verbal, ça, tu mets procès verbal sur ton papier, ça vaut procès verbal. Okay. C'est un titre de document. Simplement, il y a marqué le nom des personnes qui ont assisté à la situation, la description de la situation et la signature de tous les tiers. Des témoins. Voilà. De tous les témoins. Voilà. Et conservé au dossier, évidemment. Hein. On ne peut pas faire le procès verbal et puis le perdre. Hein. Il y a une autre question du docteur Zarka. S'il signe une décharge, est-ce qu'on doit quand même remettre les ordonnances? Oui, quand le lendemain on sort tu as souvent des ordonnances post-opératoires. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est un peu ambigu comme question. C'est compliqué parce que la décharge prive le médecin des moyens de soigner. Oui. Bon. Donc, à partir du moment où on le prive de moyens de soigner, si ce sont des ordonnances, des traitements qui justifient un suivi médical précis et qu'il n'y a plus le patient, il ne peut pas prescrire quelque chose sans pouvoir voir ce qu'il va y avoir comme intérêt. Si c'est un traitement chronique habituel, mettons un patient diabétique habituel, qui a des traitements hypotenseurs habituels, qui ne sont pas en relation avec l'acte qui a modifié sa présence, je pense que ça, il faut le continuer. Par contre, la pathologie que l'on vient de trouver, qui nécessite des soins, une prise en charge, elle est refusée par le patient. Le médecin ne peut pas faire comme s'il voulait, à l'aveugle, et prescrire des choses dont il ne va pas pouvoir mesurer Donc moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas faire dans ce cas-là pour ce qui a justifié, mais par contre continuer l'antériorité. D'autant, mais c'est ce que Patrick Georges vient d'expliquer, que l'ordonnance qui serait établie de façon prématurée, après tout, eh bien, elle ne sera plus adaptée à l'état clinique 24 heures après le départ du dit patient. Et donc, en signant une ordonnance éventuellement inadaptée, on prend une responsabilité qu'on n'a pas à prendre. Parce qu'en fait, quand il y a la décharge, quand il y a un refus de terminer, de poursuivre, la décharge, ça casse la relation, c'est terminé. Le patient n'est plus le patient du médecin. Non. Ok, donc effectivement, l'ordonnance, ça implique un suivi, donc il n'y a plus de suivi parce qu'il n'y a plus de... Ok. Une autre question de Julien Goutet. Avez-vous des documents de type ATROU? À trous. C'est quoi ça? En gros, est-ce qu'on peut fournir, nous, Branchet, des documents de type décharge aux médecins qui nous regardent ce soir? Ça veut dire quoi, à trous? Où tu as le monsieur un tel, marque blanche. Des formulaires à type, compléter. Quoi. Voilà, c'est pour ces sorties contre décharge. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est d'abord les dispositions que je viens d'évoquer, R 1112-62 du Code de la santé publique, où il y a marqué tout ce qu'il faut. Donc les médecins qui nous écoutent peuvent reprendre ces dispositions puis compléter. Et sinon, je ne sais pas si peut-être que... vous pouvez tout. Vous pouvez contacter Maître L'accueil éventuellement, ou à Branchet Solutions. Oui, je pense qu'à la limite, ça ne doit pas être bien compliqué si tu peux donner les bons documents et de les mettre à disposition à ceux qui pourront regarder les replays ou des choses comme ça. Hein. Tout à fait, on fera ça. Ok. Alors, le docteur Zarka dit, avant qu'on referme, merci, parce que beaucoup pensent qu'il faut remettre des ordonnances. Donc là, au moins, on a... On a vraiment... Et non, comme on disait, je remets une ordonnance et puis à J1 du départ, la situation exigeait une toute autre prescription. Pour les responsables. Comment vous avez donné les prescriptions qui ne sont pas correctes? Il est parti. Ah oui, mais il ne fallait pas lui donner. Non. Arrêt du processus de soins actuel, il ne veut pas, donc je ne vais pas mettre le pied. On est responsable de sa prescription et de ses conséquences. Absolument. Une dernière question avant qu'on clôture. Doit-on bloquer le bras d'un patient à SOS Main
qui nous annonce en préopératoire qu'il rentrera avec son véhicule personnel, refuse l'hospitalisation et n'a pas de proche pour le chercher. Quelle solution? Le bras. Je sais pas, doit-on bloquer le bras? Bloquer le bras, bloquer en termes d'anesthésie. Oui, bloquer le bras, oui. C'est-à-dire que, oui, bloquer le bras, c'est-à dire que tu fais une anesthésie du bras. Ah, c'est-à-dire oui, que, c'est le jargon d'anesthésiste. Oui. Une fois que tu as fait le bloc d'anesthésie, le bras il tombe, il ne peut plus rien faire pendant une durée qui dépend de l'anesthésique locale. Comme ça, il ne rentre pas avec son véhicule. Donc, il est bien évident que si on a un bras qui est inutilisable, on ne peut pas conduire. Donc on fait pas, c'est pas possible, c'est incompatible. Ou alors il faut que le patient puisse rester suffisamment longtemps pour avoir une récupération ad intégram du membre qui a été anesthésié. Ce qui n'est pas forcément compatible toujours, d'autant plus que quelquefois on peut faire des produits de longue durée pour l'analgésie. Donc c'est quoi la solution? La solution, c'est que on fait pas dans ce cas-là, il faut qu'il reparte accompagné, ou alors si on fait quand même une ALR, il va falloir la faire avec des produits d'une durée d'action courte, compatible avec une récupération avant le départ. Maintenant, rappelons quand même qu'il n'est pas, je crois, licite de pouvoir conduire si on a un bras dans le plâtre. Oui, c'est ça, je crois qu'il y a donc c'est encore un autre problème, mais ce n'est pas la question. La question, c'est l'anesthésie loco-régionale du bras. Exactement, et après, la personne rajoute, donc pas de traitement anticoagulant prescrit si sorti contre avis médical? Non, mais moi je trouve que d'emblée, si quelqu'un dit, si un patient dit « je vais repartir avec ma camionnette », je ne perds pas. Et après, s'il fait une embolie, est-ce que la décharge signée suffit? S'il fait une embolie. Là, il n'y a donc pas de traitement anticoagulant prescrit si sorti contre avis médical. Donc s'il y a une personne qui veut partir, et alors que le médecin ne veut pas, est-ce qu'on fait les traitements anticoagulants? Et du coup, s'il fait une embolie, est-ce que la décharge signée, je voulais arrêter, en gros, je ne voulais pas poursuivre, est-ce que ça suffit à décharger la faute du médecin s'il y a une embolie? Dans la décharge, il va être mentionné tous les risques. Les risques et les risques corrélés à l'absence de perduration du traitement. Ok, donc c'est sa décharge. Oui. De fait, ok. Oui, si on a opéré un patient qu'on veut surveiller un petit peu parce qu'il a, mettons, un risque de saignement post-opératoire le lendemain, selon le type de chirurgie, on veut lui mettre des anticoagulants. On décide de mettre les anticoagulants 6-8 heures après ou le lendemain matin. Bon, très bien, on sait, mais on va surveiller ce qu'on fait. Si le patient, tout de suite après, il dit « je m'en vais », chine le truc, on n'a pas envie de mettre ça, parce qu'on ne sait pas si ça va majorer le saignement potentiel. Donc on revient à ce qu'on disait, il est difficile de mettre un traitement sans pouvoir juger de ses effets. Comme l'ordonnance. Donc il faut que le patient il accepte le principe qu'en partant, on ne peut pas le traiter et qu'on ne peut pas faire sans suivi derrière. Donc c'est vraiment une perte de chance pour le patient, la décharge. C'est une grosse perte de chance. Ok, alors merci beaucoup pour vos précisions sur ces sujets très instructifs. Merci Dr Goutet, merci à tous. Il est 20h33, on va s'arrêter là. Si vous avez des idées de sujets de live pour 2025, il va y avoir encore quelques lives d'ici la fin de l'année, on va revenir vers vous. Notamment, il y en a un le 12 décembre et probablement en novembre. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas, envoyez-nous des mails, des commentaires et on se fera un plaisir de vous répondre, de préparer tout ça avec les médecins, les avocats. D'ici là, très belle soirée à vous. Le replay sera disponible demain sur branchedsolutions.fr. Voilà, le site s'affiche. Vous avez tous un compte et vous pouvez vous connecter avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez le créer et accéder à tous les replays Branchés Solutions depuis la création de Branchés TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Voilà, ça s'affiche aussi. On se revoit très bientôt. Belle soirée à tous. Merci à vous deux. Bonsoir Axia, merci.